Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Titouan Lamazou est un artiste et navigateur. Il est connu pour ses peintures, ses photographies et ses livres d'art inspirés de ses voyages. Sa fille, Zoé Lamazou, est journaliste, réalisatrice et documentariste. Ensemble, ils ont réalisé le beau livre Escale en Polynésie. La première partie est constituée des peintures et des portraits de Titouan Lamazou. La seconde partie expose la parole d'hommes et de femmes polynésiens que Zoé Lamazou a fidèlement retranscrite. Bien que distinctes, ces deux parties se répondent entre elles et mettent à l'honneur la Polynésie. Christian Robert est éditeur au Vent des Îles, maison d'édition polynésienne. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Zoé Lamazou, Titouan Lamazou et Christian Robert. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et les personnes qui l'éditent. Et aujourd'hui, un voyage en Polynésie par la peinture et les mots. Ce voyage est celui que vous nous proposez, Titouan Lamazou et Zoé Lamazou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Escale au pluriel en Polynésie, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Au Vent des Îles, dont nous parlera dans la seconde partie l'éditeur Christian Robert. C'est un livre, je l'ai dit, de textes et d'images à la rencontre des Polynésiens qui vous ont raconté leur lien à leur environnement, aussi les changements de mode de vie, avec la question centrale et dans les textes qui accompagnent les dessins et les peintures que vous avez réalisées, Titouan Lamazou, et dans les paroles que vous avez collectées, Zoé Lamazou, la question de la transmission et de leur lien à la nature. On verra si ce mot est correct pour désigner cette relation. Je voudrais savoir comment est né Titouan Lamazou, ce livre. C'est le deuxième que vous faites avec votre fille. Il avait eu L'Errance et le Divers en 2018, mais ce livre est est composé plus exactement d'escales dans différentes îles ou archipels qui regardent un peu ces 2 dernières décennies. Alors, est-ce que c'est un livre un peu réservoir à souvenirs pour vous ? Bon, si vous voulez, la genèse de ce livre remonte à très longtemps, puisque j'avais abordé pour la première fois l'océan Pacifique et les archipels d'Océanie par les marquises à bord du bateau de Éric Tabarly, le Penduic 6, dont j'étais le jeune équipier en 77, donc il y a plus de 40 ans. Et ce qui est devenu la marque de mon travail, c'est que je vais dans des endroits, je me rends dans des lieux du monde et j'y reviens. Et j'y reviens régulièrement. Et en Polynésie, c'est sûrement l'endroit où je suis le plus revenu depuis 40 ans, puisque j'étais revenu la deuxième fois, quelques années plus tard, pour visiter ma fille, Zoé, qui résidait alors aux Marquises également, avec sa maman. Donc Zoé, tu peux peut-être préciser ce moment, puisque ça remonte à loin pour toi aussi. Quand Titouan m'a proposé de le rejoindre pour réaliser Escale en Polynésie en 2018, ça faisait 30 ans que j'étais pas retournée en Polynésie. Ma mère m'y avait emmenée pour y vivre entre mes 3 et 6 ans. Et ce sont des souvenirs ténus mais tenaces qui demeure, et j'étais très heureuse de revenir pour Escale en Polynésie. Oui, parce que l'un et l'autre, finalement, votre manière, et c'est ça que l'on voit dans les 2 parties du livre, c'est un livre de rendez-vous, finalement, rendez-vous avec les souvenirs que vous aviez lors de vos premiers passages dans ces différents endroits. Oui, enfin, ça évoquait pour l'un et l'autre de différentes manières des souvenirs, mais surtout à la rencontre des Polynésiens. Alors je retrouvais effectivement, parce que là, vraiment la 3e fois où je suis revenu assez longuement en Polynésie, c'était pour un des premiers chapitres de Femmes du Monde. C'était une œuvre qui s'était étalée sur 7 ans, qui allait dans 15 zones du monde, dont la Polynésie, où j'ai brossé le portrait de quelques vainés issus des 5 archipels de Polynésie. Puis j'y suis revenu un certain nombre de fois, puis en 2016, surtout, le musée du Quai Branly m'a proposé carte blanche pour une exposition, et j'ai choisi un sujet un thème qui était une navigation imaginaire de mon vieux projet dont je parle depuis 30 ans, qui est le projet du bateau atelier, qui est toujours qui est toujours pas rentré en chantier, mais que j'ai fait exister de façon onirique en faisant un voyage qui faisait escale aux Caraïbes et qui surtout a navigué aux Marquises. Dans cette exposition, j'avais demandé déjà à Zoé de me rejoindre pour m'aider
à collecter justement les témoignages de toutes nos rencontres. Et cette exposition du musée du Quai Branly a été vue par Christian Robert, avec qui vous allez vous entretenir, qui est donc l'éditeur de la maison d'édition Au Vent des Îles, et également par la directrice du musée de Tahiti, qui m'ont demandé d'amener cette exposition à Tahiti, au musée, et d'élargir cette thématique aux autres archipels. Voilà. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés avec Zoé depuis plus de 2 ans. Donc ce livre pratiquement a mis 4 ans à se réaliser, mais dont les racines, la genèse remonte à beaucoup plus longtemps. Effectivement, livre de rendez-vous, livre de retour, livre sur les différents archipels de Polynésie que vous avez rencontrés donc à différents moments de votre vie. Livre aussi de visage, le visage des femmes très présente. Vous avez expliqué pourquoi Titouan Lamazou, quelques hommes et beaucoup de paysages qui sont pas habités. En tout cas, vous n'avez pas choisi de représenter des humains. Est-ce que ce sont 3 finalement sujets différents à traiter pour vous? Non, c'était quand même un peu l'axe de cet ouvrage. C'était la rencontre avec le vivant, auquel nous, les hommes et les femmes, appartenons. Et donc j'ai fait indifféremment des portraits de banians, de cocotiers, de poissons, de coraux, et de l'environnement en général, des modèles humains qu'on a également rencontrés, mais dont la vie est étroitement liée avec leur environnement. Qu'est-ce qu'il doit y avoir, qu'est-ce qu'il devait y avoir dans un visage, un corail ou un animal ou un végétal pour que vous en fassiez la matière d'une peinture? Ben, chaque arbre, chaque fleur, chaque poisson ou petite patate de corail diffèrent l'un des autres. Il n'y a pas un cocotier qui soit comme un autre cocotier, il n'y a pas une personne qui soit comme une autre personne. Et donc c'est des portraits, moi je pense que je fais indifféremment, de la même façon, des portraits d'individualité. J'étais tenté de donner un nom à un arbre, mais même si c'est une forêt du même arbre, c'est une forêt d'individus. Voilà. Et puis aussi dans mon travail, effectivement, mon travail a été pendant très longtemps quand même, notamment en Femmes du Monde, relativement anthropocentré. Hein. Mais je me suis senti, je pense, sans faire d'introspection trop poussée, toujours plus à l'aise avec le vivant non humain qu'avec les humains. Et mon travail je suis une sorte de misanthrope contrarié par les choix que j'ai faits à une époque dans ma vie pour aller vers eux et pour recueillir à la fois leurs paroles et leurs images. Et aujourd'hui, je me sens peut-être un petit peu... Et puis c'est l'air du temps aussi quand même, la thématique, un des enjeux aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, et ça c'est pas qu'en Polynésie, hein, c'est dans le monde entier, c'est justement la préservation de ce vivant. Ouais. Zoé Lamazou, dans vos textes, vous êtes intéressé, c'est ainsi que débute la partie de recueil de témoignages, sur ce que l'on ne voit pas, l'invisible, la dimension spirituelle, la dimension transcendantale. Pourquoi cela vous a intéressé dans les paroles et les histoires que l'on pouvait vous raconter? Parce que précisément, on était avec Titouan à la recherche d'un rapport au vivant qui est différent de celui qui existe en Occident, qui est très anthropocentré pour le coup. Et il demeure en Polynésie des références à une cosmologie ancestrale, une manière d'envisager le monde qui est tout à fait différente de la nôtre. Alors évidemment, en Polynésie, la Polynésie a traversé 200 ans, 300 ans de colonisation, d'évangélisation. Donc évidemment, ces références, elles sont hybridées, elles se sont réinventées, elles ont été réappropriées par les Polynésiens. Et elles s'expriment aujourd'hui d'une manière différente, évidemment, au XXIe siècle. Mais il demeure qu'il y a des références encore, en tout cas dans les témoignages que nous avons récoltés, il y a des références au monde invisible des esprits qui sont attachés à une terre et qui la protègent, ou bien il y a beaucoup de références aussi
des références que nous sommes allés chercher, hein, évidemment, aux entités protectrices qui peuvent s'incarner dans les animaux, les végétaux, les minéraux, et aussi des références à des dieux tutélaires qui peuvent habiter les cieux aussi, et structurer un rapport au monde différent. Il demeure quoi de cela? Parce que j'utilise le verbe que vous avez utilisé de demeurer, parce que vous avez rappelé et raconté, c'est très présent d'ailleurs dans les témoignages, effectivement, ce siècle et demi, 2 siècles, 3 siècles de mission des Européens qui sont venus et comment ils ont transformé la culture, ce qui interroge aussi pas mal des gens que vous avez interrogés, mais sur la divinité, sur la question de la spiritualité. Beaucoup vous disent aussi qu'ils sont passés d'un temps aux divinités multiples autant aux dieux uniques. Alors tout ça, ces divinités protectrices, comment est-ce qu'elles sont encore présentes dans ce que vous avez pu rapporter? Alors moi, je ne suis pas spécialiste du tout de l'anthropologie ancienne et je ne suis pas historienne non plus. On a fait un travail de collecte certes de nombreux entretiens. Il y a 48 personnes qui s'expriment dans ce livre et qui forment un chœur avec 48 individualités, donc des expériences différentes. Mais par exemple, si vous souhaitez un exemple, j'ai rencontré une jeune fille qui nous a confié comment son grand-père lui avait raconté qu'il avait été mordu un jour en nageant, en pêchant au milieu du lagon, qu'il avait été, ou bien au large peut-être, qu'il chassait, peut-être plus certainement au large, et qu'il avait été mordu par un requin et qu'il s'était mis à prier parce qu'il se sentait perdu, et que d'un coup un barracuda était venu et l'avait soulevé et l'avait porté en lieu sûr sur un morceau de récif qui affleurait. Et par exemple, ça c'est un exemple de récit parmi d'autres. Il y a aussi cette femme qui racontait comment elle allait dormir dans la brousse avec sa famille, et comment les gens autour d'elle l'avaient avertie. Mais comment tu vas dormir dans la brousse, tu n'as pas peur des esprits? Et elle, visiblement, n'avait pas peur parce qu'elle estime que l'esprit d'un lieu, d'une terre, d'une île, peut vous accepter. Alors il y a cette notion-là aussi de gardien. Et il y a d'autres récits encore que je pourrais évoquer, parce que et ce sont des histoires qui sont auxquelles soit les personnes font référence comme des légendes, soit comme des véritables croyances. Donc des rapports très différents à cette cosmologie ancienne. Titouan Lamazou, cette cosmologie, cette dimension spirituelle, surnaturelle, vous l'avez aussi représentée. Moi, je pense notamment aux îles Marquises, qui sont les premières îles que vous avez représentées dans ce livre. On voit des paysages immenses, mais en fait, le regard est attiré par autre chose, par les cieux qui ouvrent sur l'univers et sur le nombre d'étoiles, comme s'il fallait regarder en haut, comme si ces îles, cette géographie, prêtaient véritablement un rapport au divin particulier. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous êtes, vous et ceux qui nous écoutent, mais souvent quand on regarde le ciel, si on a la chance de pouvoir le faire, parce que dans nos vies citadines aujourd'hui, avec la pollution lumineuse, lumineuse c'est peut-être pas... Oui. On allume trop les lampadaires le soir. On voit plus le ciel. Voilà, et donc quand on regarde le ciel, de toute façon, ça peut à la fois un petit peu effrayé, angoissé, cette espèce d'infini au-dessus de nous, et à la fois c'est extrêmement rassurant parce que le mouvement des étoiles, c'est toujours le même, tous les jours, enfin tous les soirs, toutes les nuits, et particulièrement quand on est sous l'équateur. Et donc là, alors je vais faire une petite digression quand vous disiez que les évangélisations, donc ces monothéismes qui ont fait place au polythéisme de ces îles, ça a été non pas une transformation, mais c'est en grande partie, ils ont tenté en tout cas de bannir de diaboliser toutes les croyances dites païennes des populations qu'ils ont trouvées quand ils sont arrivés. Et il y a eu un renouveau mais très récent, une prise de conscience et une action des Océaniens en général, d'ailleurs pas qu'en Polynésie, et qui se trouvent demeurés aujourd'hui par rapport aux Caraïbes, par exemple, ou à d'autres endroits du monde. Les peuples natifs avaient totalement disparu.
ont totalement disparu des Caraïbes, alors qu'en Océanie, il reste les Papous, les Aborigènes, les Maoris, les Polynésiens, les Micronésiens, les Mélanésiens. Enfin bon, ce sont des cultures qui sont redevenues vivaces à partir des années 70-80. Alors quand on parle du ciel, effectivement, j'ai reproduit avec mes mains, avec l'aide d'un chercheur tahitien qui avait consacré sa thèse de doctorat sur la navigation aux étoiles des Polynésiens, mais ça va au-delà parce que, effectivement, le ciel est composé de divinités. C'est le polythéisme, il y a les dieux de toutes choses, ça peut être un dieu d'un végétal ou des étoiles, et les étoiles ce sont des dieux et des déesses qui s'accouplent, qui font des petits enfants, qui sont des dieux et des déesses à leur tour, et qui se succèdent comme ça, et ça s'appelle le chemin des étoiles. C'est ce qui guidait les navigateurs du passé, qui ont, eux, découvert réellement toutes ces îles, bien avant nos découvreurs européens, Wallis, Cook, Bougainville, etc. Et il y a eu un moment où justement, quand ces découvreurs sont devenus des acquéreurs en quelque sorte de ces archipels, ont décidé que l'histoire commençait là. Et tout ce qui était avant, c'était ce qui s'est passé avant l'histoire, c'est-à-dire la préhistoire. Et récemment, les Polynésiens se sont réappropriés, et c'était justement en ce qui concerne la connaissance astronomique fabuleuse que possédaient ces populations, où chaque étoile est nommée, chaque galaxie. Et ça a été à deux doigts de le perdre parce que des chercheurs ont retrouvé, surtout je crois en Micronésie, c'est-à-dire des archipels qui a été moins fréquentés et il restait des vieilles personnes, des vieux qui connaissaient cette histoire, ces connaissances qui se transmettaient en oralité par des poèmes et des chants, et puis les techniques pour les utiliser pour pouvoir naviguer par exemple. Mais ce qui rend votre livre finalement assez, alors je vais pas dire complètement optimiste, parce qu'évidemment il y a cette question du vivant et de la nature qui inquiète, mais il raconte effectivement tous les personnages que vous rencontrez ou vous-même, voilà ce que les Européens ont fait, cet effacement, ce gommage des cultures, mais voilà, c'est pas si lointain que ça dans leur esprit, c'est toujours là, on peut toujours leur raviver. Ça veut dire ils ont encore la possibilité de se prendre en main et de se réinventer totalement. Oui, mais il faut que vous sachiez aussi que je peux passer le micro à Zoé aussi pour qu'elle parle, mais cette zone du monde qui est réputée toujours pour être la plus isolée du monde n'a pas échappé à la mondialisation, à un développement que je qualifie souvent d'enlaidissement dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui aussi, la Polynésie, il y a des gens qui ont des prise de conscience, Zoé va vous en parler parce qu'elle a recueilli plein de témoignages là-dessus, de prise de conscience qu'il faut changer de paradigme ou recouvrer un paradigme ancien. Mais tout n'est pas... je suis ni optimiste ni pessimiste, mais les Polynésiens, ce qui en ressort des travaux de Zoé, c'est qu'ils sont confrontés aux mêmes enjeux que nous-mêmes ici. Enfin, en Europe, par exemple. Oui, Zoé Lamazou, effectivement, les questions beaucoup des touristes dans les témoignages que vous portez, mais aussi de l'enlaidissement dont parlait Titouan Lamazou. Mais malgré tout, voilà, ce sont un peu des combattants quand même, ceux que vous avez rencontrés. En tous les cas, ils pensent que possibilité de faire changer les choses, oui, améliorer. Tant dans ce qui concerne la référence à la culture matérielle et immatérielle, les gens que nous avons rencontrés sont très attachés à retrouver la mémoire de cette période pré-contact, et puis pas tous d'ailleurs, mais la plupart. Et puis en ce qui concerne les enjeux plus globaux qui se retrouvent dans chaque archipel, chaque île, qui sont le réchauffement climatique, le réchauffement des eaux avec le blanchiment des coraux, la mort des coraux, et puis la surpêche ou la pollution au plastique des océans. Alors là aussi encore, on trouve des personnes qui sont très concernées parce que tous ces fléaux ont des conséquences directes sur leur vie quotidienne de pêcheurs ou de chercheurs en biologie marine. Et donc, on a rencontré des personnes qui s'impliquent dans leur vie quotidienne, mais aussi avec des solutions
pratiques, dont des solutions qui peuvent être empruntées ou réinventées à partir de solutions très anciennes, ancestrales, comme, qui sont... comme par exemple la mise en jachère du lagon qu'on appelle le raoui, je ne sais pas si je prononce très bien, mais qui est une manière communautaire ancienne de protéger et de laisser les populations de poissons, les populations sous-marines se régénérer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à court, par exemple, aujourd'hui dans les îles de la Polynésie française et qui ressemble un peu à la gestion des communs, qui est plus connue à l'échelle qui a disparu à la internationale. Révolution. Ouais, voilà. Alors dans cette série de podcasts, on s'intéresse au livre, c'est ce que l'on vient de faire, mais aussi à la relation que vous-même, en tant qu'auteur, vous entretenez avec votre éditeur, ici Christian Robert de Vendésil, qu'on entendra tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous entendre tous les deux, Zoé et Titouan Lamazou, sur la manière dont vous avez conçu ce livre, parce qu'il y a donc à la fin les paroles que vous avez collectées, qui sont illustrées par des portraits de ces personnes, Zoé Lamazou, et puis avant, il y a toutes les peintures et les dessins que vous avez faits, Titouan Lamazou, avec les textes, dans lesquels vous racontez aussi vos voyages, vous racontez votre relation avec ces personnages. Comment est-ce que vous l'avez bâti, ce livre, pour que ça fasse un ensemble qui soit à la fois disparate et en même temps très cohérent, pleinement cohérent? C'est pas délibéré du tout au départ. C'est-à-dire qu'on part, comme dans tous les voyages que j'ai faits, c'est-à-dire je ne sais pas exactement ce que je vais en ramener tout à fait. Il y a une idée qui peut changer au cours du voyage d'ailleurs. C'est ce que disait Nicolas Bouvier, le propre des grands voyages, c'est d'en ramener tout autre chose qu'on était allé chercher. Et depuis toujours, c'est devenu une seconde nature, c'est que je suis souvent quand même en mouvement, en errance, et j'ai adopté depuis longtemps, peu à peu, un statut d'étranger. Je suis étranger où je vis, et j'adore ce statut. Où on est, moi je suis pas chez moi en Polynésie, même si j'y viens et reviens depuis des années et des années. Et pour moi, ce qui compte aussi, quand même, de toute façon, alors ça c'est tout à fait, c'est pas égoïstement, mais c'est personnellement, c'est mon travail d'artiste, enfin de peintre. Et donc je me dis, je vais faire évoluer mon travail de peintre, et souvent, c'est un travail que je fais, je pense pas à ceux qui vont voir le livre, même au livre lui-même, quand on commence les travaux, et la forme que nous avons adoptée. Et là, c'était un travail évidemment commun avec Zoé, mais avec tout un équipage qui travaille avec moi depuis très longtemps aussi. Une maquettiste, une graphiste, des infographistes, des assistants. Et également avec notre ami Christian Robert, de Vendésil, qui a participé avec nous à la mise en forme finale de cet ouvrage, qui effectivement est scindé en deux parties très distinctes, a priori, puisque c'est des œuvres peintes, surtout majoritairement dans la première partie, qui sont légendées avec un texte manuscrit qui m'autorise un langage parlé un petit peu, de maître jeu, c'est-à-dire que très intime, très sensible. Voilà, et si c'était typographie, à mon avis, ça serait de la très mauvaise littérature, alors que quand c'est manuscrit, bon, c'est comme si c'est très léger. Voilà. Alors qu'en revanche, la partie de Zoé, elle est foncièrement littéraire. Ouais. Mais d'abord, avant d'écouter la partie littéraire, parce que vous avez quand même découpé par destination, par archipel Oui. le livre, et ça donne, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si c'est ce paysage-là que moi je ne connais pas, mais que j'ai découvert dans le livre, ça donne aussi des teintes qui sont très dominantes suivant les archipels et qui sont pas les mêmes. On commence au Marquise avec des teintes très chaudes, très variées, on a des teintes plus vertes, plus bleues. L'ordre des chapitres, ça peut se discuter parce que les chercheurs sont pas tous d'accord toujours là-dessus, les anthropologues, archéologues et historiens, mais les Océaniens, les premiers habitants de ces îles sont arrivés au début aux Marquises. Ils sont allés ensuite au Tuamotu, puis Gambier, ils sont installés au Gambier, mais aussi ont essaimé vers l'île de Pâques, avant d'aller vers Hawaï et tout ça, et puis après vers les îles de la Société, les îles australes. Donc c'est une sorte de voyage chronologique, mais peu importe. Et quand vous dites différent, c'est que non seulement chaque archipel a une identité réelle, par exemple les Tuamotu ont 50 millions d'années, et les Marquises 5. C'est pas la même chose. Et les Tuamotu, ce sont des lagons où l'île s'est enfoncée au cours des millions d'années
au fond des océans. Ce sont des anneaux de corail, alors qu'aux Marquises, il n'y a pas encore de corail. Mais ça viendra aussi, et les îles de la Société sont entre les deux, par exemple. Et les îles australes, elles sont quand même en dessous du tropique, alors que les Marquises sont sous l'équateur, enfin quasiment à 0, elles sont à 9 degrés sud. Donc c'est toutes ces conditions. Et au sein même de ces archipels, quand vous allez les îles de Marquise, il n'y en a pas une qui soit la même que l'autre. Wauka, Wapo et Nukuiva sont totalement différentes, même physiquement. Hein. Et physiquement, et par leurs petits habitants sont un peu les mêmes, puisqu'ils ont, c'est des îles assez proches, mais quand même, quand vous allez aux Australes, les gens de Tubuai, ça n'a rien à voir avec les gens de Turutu et de Raivaivae, et encore moins de Rapa, qui est là très très au sud et très isolé au plein sud de la Polynésie. Voilà, et c'est ça qui est merveilleux, c'est comme s'il y avait il y a 120 îles à peu près dans toute la Polynésie française, et sans compter ce qu'on appelle les motus, c'est-à-dire les petites îles. C'est comme si vous aviez des planètes, 120 planètes. Ça tombe bien que vous fassiez la comparaison avec les planètes, puisque votre fille vous demandait « Dessine-moi un motu ». Voilà, et dessine-moi un motu, c'est un petit joke, parce que les motus, c'est des petites îles qui sont éparpillées comme des lunes autour de chaque île. Alors si on comptait les motus, là, on est dans des milliers d'îles, et chacune a son identité, et certaines ont été rarement visitées, ne sont pas habitées. Et voilà, ça donne effectivement des marquises aux multiples couleurs, des Tuamotu au ton bleu dominant, les gambiers au ton vert. Il y a des teintes comme ça qui passent. Zoé Lamazou, vous qui demandiez à votre père, comme le Petit Prince, dessine-moi un motu sur la partie donc plus littéraire, celle des textes, des paroles collectées. Comment est-ce que là aussi vous avez procédé pour... c'est des textes assez brefs en fait, mais qui sont assez forts. Vous avez décidé d'aller à l'essentiel. Oui, parce qu'on a réalisé énormément d'entretiens. Je le disais tout à l'heure, 48 personnes s'expriment dans ce livre. Et il s'agissait... moi, j'avais très envie que toutes ces personnes s'expriment. Et j'ai cherché un moyen de restituer cette parole sans retranscrire la totalité de chaque entretien, mais d'en tirer le meilleur. Et en relisant les transcriptions de tous ces entretiens, je me suis rendu compte qu'il y avait d'abord 5 thématiques qui émergeaient, et donc j'en ai fait 5 chapitres, 5 actes. Et puis ensuite, j'ai décidé aussi, je me suis rendu compte en lisant ces transcriptions que toutes ces voix de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, que nous avions rencontrées, eh ben, elles dialoguaient ensemble. Donc je les ai mises en dialogue. Donc j'ai un peu fragmenté chaque entretien et j'ai mis en dialogue toutes ces personnes qui se répondent, parfois avec des complicités, parfois avec des antagonismes, et chacun sur un thème, sur un acte qui forme peut-être pas une dramaturgie, mais en tout cas un axe qui amène le lecteur peut-être de l'invisible, donc ce qui est une référence à la cosmologie ancienne, et à l'île-monde qui est vraiment l'île conçue comme un endroit où tous les enjeux globaux s'expriment aussi bien qu'ailleurs. Et donc c'est un peu un voyage aussi de l'intime au global, en fait. Ça fait 2 voyages sur ces 2 parties très différents, finalement. Oui, mais elles se répondent beaucoup, en fait, parce que d'une part, sur le terrain, on était ensemble au même moment, la plupart du temps, et puis parce qu'il y a aussi les portraits de ces personnes dont j'ai réalisé des entretiens, et puis parce que c'est le fruit d'un... Certes, Titouan travaille seul à l'atelier et moi j'écris aussi et je compose le texte de mon côté, mais tout ce voyage, il est le fruit d'un dialogue aussi entre nous et d'échanges, de références, de lectures et de considérations sur cette région et de rencontres communes. Avant d'entendre votre éditeur, j'aimerais savoir justement, vous avez parlé tout à l'heure, Titouan Lamazou, de l'équipage qui vous accompagne d'année en année de livres en exposition, mais comment vous avez travaillé en l'occurrence avec Christian Robert aux éditions Au Vent des Îles, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier livre que vous publiez chez cet éditeur après avoir publié chez d'autres éditeurs. Oui, quasiment 25 bouquins, quasiment tous chez Gallimard. Voilà. Gallimard, et ça s'est trouvé comme ça d'abord parce que
J'aime bien travailler, ce que j'aime bien, par exemple quand je parle de mon équipage, je travaille avec les mêmes personnes qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont, depuis 2003 quand même, ça fait beaucoup de temps, il faut bien qu'on s'entende bien. Et cette harmonie, au départ, c'est ce qui compte le plus. C'est comme avec Zoé, si on avait des oppositions père-fille, comme ça peut arriver, on n'aurait pas travaillé ensemble. Donc on a sans avoir une communauté de pensée absolument totale avec Christian, n'est-ce pas? On a une relation par ailleurs amicale. Et le fait que Au Vent des Îles soit une grande, petite maison d'édition me tentait beaucoup. Et ça fait un petit moment, parce que Gallimard est évidemment un éminent et grand éditeur fort connu mondialement. Mais il se trouve que, voilà, c'est un détail, mais il se trouve que les premiers livres chez Gallimard, c'était dans les années 90 ou un petit peu plus avant. Et toutes les personnes avec qui j'avais un petit équipage, c'est Gallimard aussi. Ils sont tous partis à la retraite. Donc j'avais plus vraiment de repères anciens. Moi, j'aime bien avoir même si j'aime beaucoup voyager, donc avoir une vie, on pourrait dire, où le quotidien monotone est absent. Pas du tout. Moi, quand je vais quelque part, je recrée un quotidien. J'aime bien travailler avec les mêmes personnes. Alors vous le dites, pour la peinture, comme il est rassurant de réaliser que l'on refait, que l'on dessine toujours les mêmes trucs. Oui, oui, comme on dit que les écrivains écrivent toujours le même livre. Voilà. Et il se trouve qu'avec, chez Christian Robert, au Vent des Îles, cette maison d'édition s'est vraiment impliquée dans le projet, dans sa forme, et puis aussi aujourd'hui dans sa diffusion. Voilà. Donc et puis il se trouve aussi que je trouve ça assez élégant qu'un livre sur la Polynésie soit édité par une maison polynésienne. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux, Titouan et Zoé Lamazou, d'avoir parlé de votre livre. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Christian Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition Au Vent des Îles, et c'est donc vous qui éditez le livre de Titouan et Zoé Lamazou, Escale en Polynésie. Vous venez de les entendre parler et de leur livre et du travail avec vous. Quel est votre point de vue justement, vous, en tant qu'éditeur, sur ce travail que vous aviez avec eux, et notamment avec Titouan Lamazou, qui a tout son équipage, donc qui a déjà une partie des activités d'une maison d'édition autour de lui, comme le maquettiste par exemple? Absolument, qui du reste s'appelle Juliane Cord, qui est une femme remarquable, avec qui on s'est très bien entendu tout de suite. L'équipe de Vent des Îles qui a quand même travaillé un petit peu. Oui, j'ai pas dit qu'il n'avait rien fait. Mais d'abord, c'est un plaisir parce que, et ça c'est une touche qui est à mon avis tout à fait propre à Titouan, c'est qu'il s'entoure d'excellence, et que lorsque on en a parlé un petit peu au début, moi j'ai regardé un petit peu ce que faisait Julien, ce que faisait Alexis Lambotte, ce que faisait Serge Lestimé, on voit tout de suite que c'est du très haut niveau, donc ça aurait été un petit peu particulier d'avoir la prétention de pouvoir faire mieux. Après, je pense que ça a bien fonctionné avec, en particulier chez nous, Anne-Sophie Lebouche, qui du reste qui vient de Rennes, comme son nom peut l'indiquer, et qui s'occupe de prod chez nous, et donc qui a fait la liaison avec l'imprimeur. Ouais, je pense que c'était pour le coup une communauté de professionnels qui a très bien fonctionné. Ils nous ont dit tout à l'heure, Zoé sur Lamazou, que c'est vous aussi qui êtes allé un peu les chercher pour ce livre. Qu'est-ce qui vous inspirait, qu'est-ce qui vous attirait justement dans ce projet? Alors, aller les chercher, ce serait un peu prétentieux. Effectivement, on a été très, très attentifs, et cette expo du Quai Branly nous a touchés particulièrement. D'abord parce que c'est un lieu qu'on connaît, ça fait plus de 30 ans qu'on fait des livres sur cette région, et après, et Titouan et Zoé ont lié amitié avec des auteurs qui me sont chers, et qui nous sont chers. Je pense entre autres des auteurs tahitiens, et qui étaient du reste interviewés et dont les vidéos étaient projetées lors de l'expo au Quai Branly, et que forcément c'est touchant de voir son auteur, un auteur qu'on défend depuis 25 ans, mais tu le vois au Quai Branly dans une expo Titouan Lamazou. Donc déjà c'était un petit lien qui faisait sens, et un petit peu à l'image de
de Titouan et Zoé dans le concept global de ce livre qui fait sens. Il n'y a pas d'incohérence dans ce livre. Et moi, ça me paraissait aussi assez naturel de prolonger l'histoire. Et évidemment, nous, on le considère comme une fierté, parce que même si on a une grande petite maison d'édition ou une petite grande maison, des auteurs comme Titouan et Zoé, c'est pas tous les jours qu'on en publie. On a des auteurs de très grande qualité, mais qui sont un peu moins connus, hein, même s'ils sont très forts aussi, mais méritent d'être connus, alors que là, la notoriété est acquise. Et puis après, oui, il se trouve que parallèlement, et Zoé et Titouan ont également découvert justement des auteurs qu'on publie, et pas forcément de Tahiti, mais des auteurs maoris de Nouvelle-Zélande, aborigènes d'Australie, du Samoa, du Tonga, de Papouasie, et c'est un univers qui leur a plu, visiblement. Et alors, pour conclure sur ce positionnement au vent des îles, nous, notre objet depuis 30 ans, c'est de mettre en avant une littérature endogène. Hein, on va dans un instant. Je voudrais juste d'abord revenir, je vous en prie, Christian Robert, sur ce que vous disiez. On en a parlé tout à l'heure avec Zoé Titouan Lamazou. C'est un livre qui fait sens. Il n'y a pas d'incohérence. Sauf qu'à priori, on pourrait dire quand même que le sujet est assez hybride. Comment justement ça peut faire sens avec une partie illustrée, une partie texte. Comment est-ce que vous êtes aussi impliqué dans la construction de cet objet, justement, pour que ces deux parties, ça fasse pas non plus quelque chose de très différent l'une de l'autre? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui n'était pas pensé, Titouan l'a dit tout à l'heure, hein, pensé à l'origine, mais qui, au fil du temps, s'est imposé. Et encore une fois, même si on a poussé l'espèce de deux parties jusqu'au bout en mettant deux papiers, hein, vous l'avez... Deux couleurs de papier différents. Ouais. C'est deux papiers différents, il y a du Munken à la fin. C'est quelque chose qui avait déjà été fait par Titouan pour Retour à Tombouctou, me semble-t-il. Et pour autant, la réalité du fond, c'est que c'est cohérent. Donc, et puis, voilà, le découpage géographique de la première partie, il se retrouve en découpage thématique dans la deuxième partie, et pourtant, ça fait sens. Donc, voilà, il y a peut-être des petits paradoxes, mais qui font qu'à mon avis, c'est un très beau livre, et que je pense que beaucoup de lecteurs y trouveront d'abord des choses qu'ils n'attendaient pas, et à la fois pour l'œil et puis pour l'esprit, des choses qui sont intéressantes et qui viennent justement de cette région qui est celle qu'on essaie de défendre, de mettre en avant. Ouais, effectivement, les lecteurs y trouveront des choses qu'on n'attendait pas parce qu'on ne l'a pas dit avec eux, mais c'est pas grave, c'est comme dans le livre, c'est quand même aussi un livre pas contre les clichés, mais en tous les cas, les clichés sont abordés, ceux de Diderot, ceux des navigateurs d'antan chez Titouan, et puis avec Zoé Lamazou, une romancière aussi qui se bat pour faire exister la Polynésie contemporaine telle qu'elle est et la faire connaître. Et c'est aussi ce que vous faites, vous l'avez commencé à l'évoquer, Christian Robert, dans votre maison d'édition, puisque vous donnez à entendre l'Océanie par ses habitants, par ses voix, que ce soit des voix romanesques, que ce soit des essais, que ce soit des livres de voyage, que ce soit de la bande dessinée, des livres jeunesse. Comment en 1990, quelle idée vous aviez en 1990 quand vous avez fondé votre maison? Alors, j'avais pas d'idée particulière pour être clair, si ce n'est que je venais du monde de l'imprimerie et que on a commencé à faire un petit livre qui était en fait un livre sur l'architecture tropicale de Tahiti, parce qu'il y avait plein de très vieilles maisons à Tahiti qu'on pourrait qualifier de coloniales, même s'il n'y a pas eu une architecture comme aux Caraïbes, et ces maisons étaient détruites l'une après l'autre au profit de promoteurs et puis d'urbanisation de la ville. Et donc on a fait un livre avec un dessinateur qui avait justement dessiné toutes ces maisons pour en garder une mémoire. Et l'idée m'a beaucoup plu, et donc l'histoire de la maison d'édition s'enclenche comme ça. Et ensuite, on a publié des universitaires, et puis après, on a rencontré une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chantal Spitz, qui a été la première écrivaine tahitienne à être publiée, qui avait publié un bouquin, qui avait eu une réception très violente à Tahiti. C'était le début d'un changement en fait, et puis pour des raisons un peu bizarres, il y a eu un incendie dans l'imprimerie, qui est un tout petit imprimeur qu'il avait édité. Je pense pas que c'était un complot. Et du coup, moi je l'ai appelée un jour, elle a été un peu surprise de
de recevoir mon coup de fil. Et puis finalement, on s'est rencontrés, puis ça s'est bien passé. Et donc on a republié ce texte. Et à ce moment précis, là, j'ai réalisé qu'il y avait une vraie attente. Il y avait une vraie attente justement parce qu'on était à une période qui était charnière. Et je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, il y a encore des gens qui sont un petit peu retors, mais tout le monde avait envie aussi d'entendre une voix endogène, d'entendre une voix autochtone, parce que on n'est plus en 1840, tout simplement. Hein. Alors c'est bien ancré quand même dans la tête de plein de gens, mais voilà. Et puis après, de fil en aiguille, on a publié d'autres auteurs tahitiens, puis des auteurs calédoniens, et puis après on s'est intéressé au monde sur la géographie. Qu'est-ce qu'il doit y avoir aujourd'hui dans un livre ou chez un auteur pour que vous l'éditiez ? Un texte qui nous touche. On n'est pas, la production n'est pas suffisante pour pouvoir trier parmi les manuscrits que l'on reçoit. Hein. La première des choses, c'est avoir des choses à dire, le dire bien. On fait beaucoup de littérature, hein, de romans. Alors après, il y a des points communs, mais qui sont, me semble-t-il, des passages un petit peu obligés. On en a déjà parlé lors des rencontres qu'on fait depuis le début de cette tournée. Les Caraïbes ont eu Aimé Césaire, ont eu des gens qui ont porté l'ensemble. Nous, pas vraiment, pas encore. Mais par contre, il y a une histoire commune à tous ces peuples du Pacifique. Hein. Zoé Titouan en parlait tout à l'heure. La colonisation, l'évangélisation. Alors, elle s'est vécue différemment en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Polynésie, mais c'est une histoire et une douleur qui est partagée. Et très souvent, dans la littérature océanienne, ça revient. L'impact de l'évangélisation, évidemment. Vous en parlez tout à l'heure. Polythéisme, monothéisme, comment ça se passe ? Ça se passe difficilement, en fait. Hein. Alors, d'autant plus difficilement que, pour le coup, la Polynésie, mais toute l'Océanie est profondément chrétienne au sens tout à fait contemporain du terme. Hein. Donc, c'est complexe. Mais bon, ça fait aussi une littérature qui est vivace et puis qui est belle. En plus, ces littératures-là et Escale en Polynésie sont à retrouver dans votre maison d'édition au vent des îles. Christian Robert, merci beaucoup. Merci. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.